Nous recevons aujourd'hui Hervé Lieberman. Il est aujourd'hui conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et président de la commission des sports, préparation des Jeux Olympiques 2024. Membre du parti Les Républicains, il se présente sous la bannière UDI, Union des démocrates indépendants. Il est candidat sur la 11e circonscription. Il s'agit pour lui de sa première candidature aux élections législatives. Hervé Lieberman, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat UDI pour ces élections législatives, l'Union des démocrates indépendants, et vous êtes soutenu par Les Républicains. Alors l'UDI, c'est un parti qui est relativement méconnu du grand public, notamment parce qu'il n'a pas de candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous pourriez présenter ce parti et vous présenter vous pourquoi est-ce que vous êtes candidat pour ce parti ? Alors avec plaisir, merci de cette question. Effectivement, on appartient au groupe des Républicains avec deux tendances centristes historiques. 2012, Jean-Louis Borloo a créé l'Union des démocrates indépendants et Hervé Morin a plus tard créé le Nouveau Centre. Donc effectivement, le groupe de centre et de à droite, c'est bien les Républicains d'un côté, le Nouveau Centre et l'Union des indépendants auquel j'appartiens. Il ne vous a pas échappé que le maire d'Aix-en-Provence est vice-présidente de l'UDI et très naturellement, je défends les couleurs de l'UDI sur la 11e circonscription. Donc je suis du centre droit et je propose effectivement une troisième voie à ce qui nous est proposé au niveau national aujourd'hui, qui serait de voter pour des extrêmes ou pour la majorité présidentielle. Alors justement, on va évoquer la majorité présidentielle. Vous êtes situé au centre droit, comme vous le dites, mais c'est vrai que pour le grand public, on a un peu du mal parfois à faire la distinction entre La République En Marche, qui est devenue Renaissance pour ces élections, et finalement ces deux partis que sont l'UDI et les Républicains. Où est la marque, la différence qui fait que vous vous présentez contre Mohamed Lakila, en l'occurrence, sur cette circonscription ? Moi, je pense qu'on a une capacité à avoir pris des positions claires pour le deuxième tour des présidentielles. Et somme toute, nous ne voulions pas soutenir les extrêmes. Je me suis toujours interdit de franchir la ligne rouge. Je continue de m'interdire de franchir la ligne rouge. Est-ce que pour autant je dois être assimilable, compatible de la majorité présidentielle ? Je fais partie de ces démocrates qui pensent que les bonnes idées ne sont pas exclusives, qu'elles peuvent être partagées. Alors dans ce sens, effectivement, je n'ai pas eu de position extrêmement forte contre Emmanuel Macron au deuxième tour, puisque c'est ce que je pense être la seule représentation démocratique d'une expression fréquentable. Voilà pourquoi je suis aujourd'hui candidat, car je pense que le candidat de M. Macron appartient à un groupe qui était, dans l'ancienne législature, puissant, et ce n'était donc pas lui qui menait son discours et la voix des Aixois et du Pays d'Aix, mais qu'il appliquait la règle de son groupe. J'ai la chance, si je venais à gagner cette législative, d'appartenir à un groupe qui n'est pas de la majorité, qui est beaucoup moins structuré que celui du président de la République, et donc je pourrais porter réellement la voix des Aixois à Paris, et non pas la voix des patrons parisiens aux Aixois. Alors, on va revenir sur cette question de l'ancrage local de votre candidature. D'abord, revenir sur les électeurs, puisqu'on a vu une certaine fluidité entre les électorats, les Républicains et La République En Marche, notamment pendant l'élection présidentielle. C'est l'explication qui a été donnée par Valérie Pécresse pour son score relativement faible. Est-ce que vous pensez, vous, que sur cette élection, sur la 11e circonscription, ce sont les électeurs de La République En Marche, ou plutôt de Renaissance, qu'il faudra aller chercher pour vous pour l'emporter ? Alors, si vous considérez que... Alors, moi, je considère que le raisonnement et mon travail politique aujourd'hui sur cette campagne de 2022 s'appuie sur deux réalités. La législative de 2012 et la législative de 2017. Quand nous réfléchissons aux actions que l'on doit mener envers nos futurs électeurs, ce sont les deux seules
base élective sur laquelle je m'appuie pour une analyse. Si on considère celle de 2022, elle est totalement faussée. Je répète, je vous ai dit où j'ai dévoilé mon vote du dimanche soir de mai 2022. Est-ce que vous considérez que j'appartiens à Renaissance? Non. Donc nos électeurs ne se sont pas évaporés. On parle effectivement malheureusement d'un échec de la campagne de Mme Pécresse. Alors, on pourrait passer du temps à essayer d'analyser pourquoi, comment. Ce n'est pas le but de notre réflexion aujourd'hui. Par contre, il y a effectivement une vérité, c'est que je pense que les militants, les électeurs des Républicains, de l'Union des Indépendants et du Nouveau Centre ne se sont pas évaporés, ne se sont pas dilués dans un macronisme qui nous permet aujourd'hui d'avoir un président de la République. Il fallait en choisir un seul, on l'a fait, on a pris celui qui représente la démocratie et ce qui reste la meilleure représentation de la France. Aujourd'hui, on est en train, alors ça a été joué très très vite par celui qui est arrivé en troisième position du premier tour. C'est pas très agréable d'entendre le troisième parler du formidable résultat des deux premiers, mais néanmoins il avait aussi le droit de marquer cette différence et il parle d'un troisième tour. Alors oui, il ne peut pas par contre s'accaparer, ni ses représentants s'accaparer ce troisième tour. D'autant plus qu'ils ont créé quelque chose qu'ils ont appelé NUP, et que ce n'est pas en alignant 10 logos sur une affiche qu'on fera forcément un vrai regroupement de ces 10 sensibilités. Et reconnaissez quand même, effectivement, vous évoquez du coup Jean-Luc Mélenchon, que vous tenez à peu près le même discours quand même que lui, c'est-à-dire que l'élection présidentielle n'a pas donné lieu à un vrai choix pour les Français, et que vous considérez du coup les élections législatives comme un troisième tour. Ce sont notamment les mots de Sophie Joissaint lors de l'ouverture de votre QG de campagne qui reprenait cette expression de troisième tour. Alors, effectivement, M. Mélenchon, qui est un très bon tribun, a relevé le sujet de la faiblesse de cette présidentielle. On a tous voté pour une représentation dans lequel aujourd'hui je ne me retrouve pas, dans lequel beaucoup de Français ne se sont pas retrouvés et pour lequel, dans une présidentielle, on n'a pas pu s'exprimer. Aujourd'hui, nous proposons sur cette circonscription beaucoup de candidats. Je crois qu'on est 13. Je suis sûr que nous sommes 13. 13 choix sont proposés aux habitants d'Aix et des 4 communes que sont Aiguilles, Cabriès, Les Pennes-Mirabeau et Septème. Eh bien, qu'on fasse le choix dans cette proposition qui s'appelle une législative, que M. Mélenchon a mis en avant comme un troisième tour. Si c'est la bonne expression, oui, c'est bien ce que je propose aussi, un troisième tour. Et reparlons de l'ancrage de chacun de ces 13 candidats. Certains sont connus, d'autres le sont moins. Certains ont déjà porté plusieurs mandats. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis rentré avec un mandat d'élu politique avec la région. Je suis président de la commission sport à la région. Je n'ai jamais quitté la ville d'Aix-en-Provence depuis que j'ai décidé de m'y installer en 1974. J'ai beaucoup fait élire de mes amis des partis politiques qui ont été dissous. Quand on les a recréés, j'ai repris la carte de l'époque. Aujourd'hui, je n'ai jamais changé de camp. Je pense et j'espère n'avoir jamais à changer de camp. Et je suis resté un fidèle, un loyal, un authentique. Et je défends aujourd'hui cette majorité municipale de cette circonscription qui est tenue par un maire UDI dont Sophie est la vice-présidente. Vous parlez beaucoup de votre ancrage local depuis tout à l'heure. On va venir justement aux mesures que vous proposez. Vous parlez beaucoup du coup de cet engagement local. Il y a des thématiques qui vous sont très chères comme le sport notamment. Qu'est-ce que vous défendrez exactement à l'Assemblée nationale puisqu'effectivement il y a quand même un décalage entre votre ancrage local et puis le fait qu'à l'Assemblée nationale on porte des lois qui s'appliquent à la France entière. Alors je pense que d'abord le sport est quelque chose de consensuel. Le sport, je le dis souvent, c'est la vie, c'est l'envie. Vous le mettez dans le sens, faire du sport c'est en avoir envie. Et finalement, ça peut être aussi un outil éducatif. On le voit bien dans nos systèmes de fonctionnement de nos institutions, que l'État appelle le sport régulièrement au secours ou en accompagnement d'un certain nombre de politiques.
dont je pourrais dire qu'elle puisse avoir des défaillances. On voit bien que la modernité de notre temps fait que des familles monoparentales sont en grand nombre. Le sport est un des outils qui aide énormément ces familles monoparentales à avoir un cadre de fonctionnement, d'autorité, de jeu et qui permettent d'avoir un certain équilibre. Mais au-delà, quand on vieillit un petit peu plus, l'école appelle aussi de temps en temps et régulièrement le sport a une capacité au mieux vivre ensemble et à travailler sur des moments où il y a un départ de match, une fin de match, un respect de l'arbitre. Donc ça se décline aussi pour les sciences dures de l'école, que ce soit les 3 niveaux d'école jusqu'à l'université. Le sport est là aussi un guide. Et enfin, plus tard dans la société de tous les jours, on est aussi appelé à amener et porter des valeurs de la République très fortement, comme la laïcité, comme l'accessibilité pour les femmes au sport, sans discrimination. Et puis, moi, je me régale à voir effectivement nos spectacles sportifs, les aboutissements, ces belles victoires. Et quand il y a une victoire, on voit bien ce drapeau bleu, blanc, rouge se hisser, quelle que soit la couleur de ce Français qui est sur ce podium. Et j'adore voir cette capacité à s'unir derrière une seule chanson qui est effectivement notre hymne national. Et c'est larmes qui coulent sur ces grands exploits, dont d'ailleurs tous les politiques de tous bords s'accaparent. Je n'ai pas entendu dans la bouche d'un seul des candidats, fût-il d'extrême, dire qu'il n'aimait pas le sport. Alors oui, je suis né dans le sport et je défends le sport. Je suis d'ailleurs président du comité régional olympique et sportif. On voit bien que du coup le sport c'est une question qui est primordiale pour vous. Vous faites d'ailleurs le lien avec beaucoup de thématiques sociétales, au-delà du sport même. Au-delà de cette question-là, est-ce qu'il y a des thèmes qui sont pour vous importants et que vous défendrez à l'Assemblée nationale sur des questions économiques peut-être, sécuritaires ? Est-ce que au-delà du sport, il y a des mesures qui pour vous sont fondamentales à amener dans le prochain quinquennat ? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, un député a évidemment comme première mission et comme principale action de débattre des lois de la République. Alors moi, je pars à une élection des législatives pour la première fois. J'ai 61 ans, je ne ferai pas de carrière politique, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'un certain nombre des candidats que j'aurai en face de moi et qui pratiquent la politique de près ou de loin, sous différentes étiquettes, qui sont parfois des vraies trahisons de l'origine de leur naissance dans la politique. Qu'ils l'assument, qu'ils le fassent. Je trouve ça pas acceptable. Finalement, ça entache un peu l'engagement politique. Pour ce qui me concerne dans mon engagement, c'est un engagement que je veux authentique, que je veux réel. Quand je dis que je porterai la voix des Aixois, du Pays d'Aix et des communes qui composent cette circonscription, c'est de rester en contact. Je me rappelle avoir réfléchi pour monter mon programme, de me dire, élu député, qui je verrai en premier pour faire ce travail à l'Assemblée nationale dans les règles qui s'imposeront à moi, qui sont des règles nationales, et c'est effectivement une représentation de la nation. Eh bien, je verrai les 5 maires qui composent la circonscription, parce que pour le coup, ce sont bien les représentants les plus reconnus par nos citoyens. Au-delà de ce poste de député qu'ils m'ont confié, auparavant, ils se sont exprimés, et chacune des 5 communes a élu un maire. Donc c'est bien avec eux qu'il faut que je parle du devenir, de la défense de nos territoires, de notre territoire. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de Paris, je n'ai pas d'ordre à recevoir de Marseille. Nous avons des spécificités. Je veux les faire respecter dans notre cité et dans notre circonscription. Je voudrais vous dire juste, excusez-moi, je suis un peu plus long, mais je vous prie de m'excuser, Guillaume. Vraiment, je suis attaché à ça. L'autre chose, c'est quel est l'endroit en tant que député que j'irai voir en premier, symboliquement, pour accrocher aussi mon engagement. C'est le Camp des Milles, le mémorial du Camp des Milles. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu où on doit reconstruire, raccommoder, rassembler cette société qui est beaucoup trop fragmentée à mon goût. Et ce n'est pas en écoutant les 3 grandes solutions proposées aux gens aujourd'hui dans ces législatives que je retrouve cette vérité de vouloir réellement raccommoder les gens. Et enfin, quand on peut avoir la chance de devenir député,
Souvent, on a envie de travailler à une loi. Alors, pour ce qui me concerne, parce que je suis engagé dans le monde associatif, sportif certes, mais pas que sportif, je voudrais créer une loi qui permettra de reconnaître le mérite de ces 13 millions de bénévoles, de volontaires, qui sont sportifs, caritatifs, culturels ou associatifs, de manière à ce qu'on puisse trouver quelque chose qui reconnaisse leur mérite. Très bien, écoutez, je pense qu'on a bien compris. J'avais une dernière question sur votre rôle de député, le lien que vous vouliez faire avec la population. Je pense que vous avez bien répondu à la question finalement sans que j'ai à la poser. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions et d'avoir su y répondre sans que je les pose finalement. Je remercie aussi nos téléspectateurs d'avoir suivi cette interview et je vous donne rendez-vous très prochainement pour suivre les prochaines interviews des candidats des 11e et 14e circonscriptions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume.